Yaurana Manahau, à mesure que nous vieillissons, notre vue évolue et certains troubles peuvent apparaître, presbytie, cataracte ou encore DMLA. Mais qu'est-ce que c'est? Quels sont les premiers signes à repérer et comment ralentir la progression de ces troubles? Justement, nos invités vont répondre à nos questions. Il s'agit de Thomas Falvos, ophtalmologue, qui nous éclairera sur les différentes pathologies visuelles liées à l'âge et les réflexes à adopter pour préserver notre vue. Yorana. Merci de m'accueillir à nouveau. Et puis de l'autre côté, nous avons Anne-Charlotte Ruot, qui est opticienne, qui nous expliquera finalement l'importance des gestes simples au quotidien pour maintenir une bonne santé visuelle, Yorana. Et voilà, de l'alimentation au dépistage, en passant par les bons gestes à avoir, parlant de la santé de nos yeux dans Manava, votre émission Infoservice. En 2019, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré qu'au moins 2,2 milliards de personnes dans le monde sont atteintes d'une déficience visuelle ou de cécité, parmi lesquelles au moins 1 milliard présentent une affection qui aurait pu être évitée ou qui n'est pas toujours traitée. En adoptant les bons réflexes au quotidien, nous pouvons ralentir la progression de ces troubles et préserver notre vue plus longtemps. Déjà, Thomas Falvos, pourquoi avec l'âge, notre vue évolue? C'est finalement le cycle naturel? Absolument, c'est le cycle naturel de tout le corps humain. On vieillit, il y a une espèce d'obsolescence programmée, comme pour tout le reste. La vision de l'être humain se développe depuis la petite enfance. Il faut savoir qu'un petit enfant voit très mal, hein. On avait dit la fois passée environ à peine un vingtième, enfin il voit des contrastes, des noirs et blancs. Ça se développe jusqu'à l'âge de 6-7 ans à peu près. Ensuite, on aboutit à un plateau de visuel et on assiste à partir de la quarantaine à une dégradation finalement de la qualité visuelle qui est tout à fait physiologique. Il faut bien comprendre qu'une vision aujourd'hui normale d'un être humain à peu près à 80 ans, c'est estimé à 5 dixièmes. Donc c'est une évolution naturelle, il n'y a pas de quoi s'inquiéter sur une baisse de vision normale. D'accord. Donc finalement, est-ce qu'avec les bons réflexes, est-ce qu'on peut maintenir une vue quasi parfaite? Non, il ne faut pas s'en inquiéter, c'est ce que tu viens de nous dire. Voilà, il faut définir, c'est toujours pareil, définir la normalité. Qu'est-ce que la norme? Donc une vision, ça sert, c'est idiot ce que je vais dire, mais ça sert à voir, donc ça sert à donner du confort au patient. Si la vision du patient est en adéquation avec ses besoins visuels, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, tout va bien. Par contre, l'évolution naturelle, il ne faut pas espérer non plus à 100 ans. On n'est pas programmé pour avoir une vision toujours parfaite. Il y a des gens qui l'atteignent, tant mieux, c'est une chance, mais ce n'est pas la norme. On a une dégradation, une perte fonctionnelle, une perte cellulaire physiologique, toi, moi, tout le monde, et avec le temps, ça se dégrade. Gentiment, lentement, le défi, c'est de dépister les dégradations anormales. C'est le sujet d'aujourd'hui. Et justement, c'est le sujet d'aujourd'hui, exactement. On va parler déjà du rôle des lunettes avec toi, Anne-Charlotte. C'est systématiquement la correction des troubles de la vision ou est-ce qu'il y a d'autres solutions, je suppose? La plupart du temps, les personnes, oui, vont choisir de porter des lunettes, ce qui peut être le plus simple, le plus facile. Mais il existe aussi les lentilles de contact qui sont aussi possibles, mais pas à tout âge et pas dans n'importe quelles conditions, parce que les lentilles de contact peuvent abîmer aussi l'œil ou selon les habitudes des patients, on peut les porter ou non. Donc souvent, on va privilégier les lunettes. Oui, on donne un exemple, mais j'ai cru comprendre que par exemple, porter des lentilles alors que tu fais un barbecue, c'est pas forcément la meilleure idée. Oui, barbecue ou même aller à l'océan avec des lentilles et les garder sur un port continu, ça peut déclencher d'autres maladies derrière ou des petites infections qui peuvent des fois se dégrader aussi avec le temps. Il faut une certaine hygiène pour pouvoir porter des lentilles de contact quand même. D'accord, on rentrera vraiment dans tous ces exemples un petit peu plus tard, puisque pour l'instant, les troubles visuels, on en parle depuis le début. Les plus fréquents que l'on rencontre avec l'âge, Thomas Falvos, c'est lesquels? Alors, si on veut faire une évolution, je dirais, chronologique, le premier qu'on va rencontrer, c'est bien entendu la fameuse presbytie. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, la presbytie, c'est quoi? C'est l'obsolescence de l'œil. On a tous une petite lentille à l'intérieur de l'œil qui s'appelle le cristallin. On en parlera tout à l'heure, c'est celle qui donne la fameuse cataracte. Et cette lentille, le cristallin, avec le temps, va tout doucement, c'est une lentille biconvexe, donc comme une petite lentille comme ceci, qui est souple, qui est molle. Et cette lentille, sous l'action d'un muscle, va moduler sa courbure et permettre de faire l'autofocus en vision de près.
On a tous expérimenté cette façon de faire. Quand on regarde au loin et qu'on repasse de près, il y a un petit temps de latence. Et réciproquement, quand on repasse de près à loin, un temps de relaxation. C'est comme une caméra, c'est comme une caméra. En fait, c'est un autofocus, ni plus ni moins. Et cet autofocus fonctionne très bien chez l'enfant, trop bien même souvent. Et à partir de la quarantaine, cette lentille perd un peu sa souplesse, comme nous. Je rappelle, quand on était petit, mettre la jambe derrière l'épaule, c'est très facile. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus compliqué. On perd un peu en souplesse. La lentille fait exactement la même chose, elle perd en souplesse. Et donc, l'effort musculaire pour aller courber la lentille devient trop important. Et on a tendance à devoir reculer sa distance focale. Donc, les fameux bras qui s'allongent à partir de la quarantaine, c'est ça. Donc, la presbytie, c'est pas une maladie, bien entendu. Ça touche absolument tout le monde à partir de la quarantaine. Globalement, vers 43-45 ans, c'est à peu près l'âge de début. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, malheureusement, de par notre mode de vie, on est tous devant des écrans, tous hyper connectés, donc on sollicite beaucoup plus cette vision de près, donc on y est beaucoup plus sensible qu'avant. Et si on a des antécédents, par exemple, dans la famille, des personnes qui ont de la presbytie plus tôt, est-ce que ça veut dire que nous aussi, on peut être sensible à ce genre de changement plus tôt? Alors, oui, non. La presbytie, c'est assez stéréotypé. C'est à peu près 43-45 ans pour toute la population. Par contre, ta remarque est pertinente. On peut bien sûr avoir une presbytie précoce, mais cette presbytie précoce, elle est souvent le signe en réalité d'une hypermétropie, donc d'un défaut visuel, qui était compensé. Okay. Et donc à la quarantaine, c'est un peu la double peine. Il y a la presbytie qui s'installe, et donc cette lentille fonctionne moins bien, et donc on perd également la capacité de compenser le défaut visuel de loin, donc l'hypermétropie qu'on avait, et tout ça s'ajoute. Donc beaucoup de patients font des presbyties précoces qui sont en réalité des décompensations d'hypermétropie. Ils ne sont pas encore des vrais presbyties. Alors, tu nous as parlé de 40, 43 ans, 45 ans à peu près. Oui. Si je me tourne vers toi, Anne-Charlotte, il y a des premiers signes auxquels il faut être attentif, que ce soit pour la presbytie ou bien d'autres choses, bien sûr. Concernant la presbytie, la plupart du temps, les personnes vont s'en rendre compte quand ils ont du mal à regarder en vision de près, en fait. Quand ils vont regarder le vini, essayer de lire quelque chose, c'est un peu petit... Ils vont commencer à éloigner comme ça pour regarder. C'est quand tu montres quelque chose à ta maman et qu'elle fait comme ça, qu'elle lève la tête comme ça et qu'elle essaye de regarder en vision encore plus loin. On a tous vécu ce moment. Ça va en fait faciliter un petit peu la vision de s'éloigner. Ça, pour moi, c'est un des premiers signes avant-coureurs de la presbytie. Ok, et donc à partir du moment où on a un doute, il faut aller consulter? C'est mieux pour son confort. Si on considère que ça devient difficile de lire comme ça et qu'on se dit je vais aller à la pharmacie chercher une loupe, il faudrait peut-être consulter un ophtalmologue pour avoir les vrais signes et savoir réellement quel est le problème visuel. Parce que des fois, il y a la presbytie, mais comme le disait Toté, il y a d'autres défauts visuels qui s'ajoutent. Oui, donc finalement, ne pas hésiter. Et Toté, Thomas Falvoz, si on prend du temps, la fatigue oculaire ou juste la presbytie prend du temps, si on la traite trop tard, il peut y avoir des conséquences? Non, des conséquences, non. On peut avoir des conséquences en termes de productivité, finalement, d'efficience au travail. On perd un peu en concentration. Mais de dégâts sur l'œil, non, il n'y a pas de dégâts sur l'œil avec ça. Juste pour reprendre, c'est vrai que j'ai peut-être fait un petit raccourci, on parlait de la presbytie. Tu évoquais tout à l'heure des chiffres qui sont tout à fait justes et qui sont quand même assez effarants. 2 milliards de personnes atteintes de dysfonction visuelle, plus d'1 milliard potentiellement qu'on pourrait éviter. C'est une notion qu'on n'a pas du tout, mais la première cause, la toute première de malvoyance, c'est l'erreur réfractive. C'est la mauvaise correction du défaut visuel. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui sont soit pas corrigés du tout. Ici, on est dans des pays où on a la chance d'avoir un accès facile à des opticiens, à des ophtalmos, donc on a un système de santé qui est fonctionnel. Dans l'Afrique subsaharienne en particulier, l'Asie du Sud-Est, on va le retrouver dans certains pays d'Amérique latine, il n'y a pas du tout cet accès aux soins, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, donc la simple myopie, la simple hypermétropie, la simple astigmatisme n'est pas traitée. Et il faut savoir qu'une myopie faible, de l'ordre de 2 à 3 dioptries, ça va déjà impacter très fortement la fonction visuelle, avec une acuité à peine d'un 20e. Donc on se retrouve dans des épisodes de cécité, de malvoyance, et qui sont simplement liés à une erreur de correction du défaut visuel. En fait, on fait une simple paire de lunettes, et ça fonctionne très bien. Et ça, c'est la première cause évitable dans le monde. Donc en fait, on ne se rend pas bien compte ici de la chance qu'on a d'avoir un accès aux soins, et tu évoquais tout à l'heure la consultation directe chez l'opticien. Elle a été faite en métropole pour des raisons de carence et de difficulté d'accès aux soins sur l'ophtalmologie en particulier. C'est très compliqué, des délais d'attente très longs. Et donc c'est très bien en fait ça. C'est très très bien d'aller voir son opticien, de faire un petit point, de discuter ensemble,
d'avoir un accès direct finalement, sans consultation, qui permet de voir si déjà il n'y a pas une petite erreur réfractive qui serait susceptible d'être corrigée. Donc ça, c'est formidable d'avoir cet accès-là très facile ici, quoi. Avant d'arriver à ce genre de choses, on a parlé tout à l'heure, enfin en tout cas dans l'introduction de DMLA par exemple, et on va y arriver. Est-ce que, Anne-Charlotte, il y a des réflexes à avoir, des habitudes de vie à avoir pour limiter justement l'usage de ses yeux, ou plutôt des choses qu'il ne vaut mieux pas faire? Je vois par exemple des idées reçues, peut-être lire avec une faible lumière. Est-ce que ça affaiblit vraiment les yeux? Ça affaiblit quand on est longtemps, par exemple. C'est souvent chez les jeunes, du coup, où on va lire dans le lit le Vini, pleine lumière, alors qu'il n'y a rien autour, faire ses devoirs sans lumière, et surtout sur des temps prolongés, où on est en vision de près pendant 1 heure et demie, sans regarder au loin. Et ça, c'est problématique parce que, comme le disait Toté tout à l'heure, c'est comme un focus, un appareil. Donc, au bout d'un moment, ça va rester bloqué, le fait de zoomer en fait en vision de près. Et il y a des petits gestes à faire, comme toutes les 20 minutes, essayer de regarder au loin pour un petit peu relâcher ce focus de l'œil qui au final va pouvoir ralentir certaines maladies, certains défauts qui pourraient s'accélérer justement, surtout dans les visions rapprochées. Sur les ordinateurs, aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus en vision de près. On cligne moins des yeux, donc on a moins de larmes. Ah, même moins cligner des yeux, juste ça peut aussi apporter des difficultés? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, mais enfin tout le monde, aujourd'hui quand on est devant les écrans avec toutes ces lumières, on cligne quand même beaucoup moins des yeux qu'avant, qu'il y a quelques années. Sûr, oui. Ça assèche l'œil, par exemple. Ah ouais, je suis sûr que vous, derrière votre télé, vous avez cligné beaucoup des yeux à ce moment-là. Toi, Thomas, justement, en transition parfaite, parce que par rapport à toutes ces maladies, ces déficiences visuelles, on a parlé tout à l'heure de presbytie, on parle aussi de cataracte. C'est quoi? La cataracte, c'est le vieillissement de la lentille interne de l'œil, dont on parlait, le cristallin, qui va tout doucement s'opacifier. C'est un processus aujourd'hui dont on connaît la cause, c'est un processus oxydatif, donc c'est l'oxydation par les radicaux libres qui provoque ça. N'hésite pas à bien parler devant ton micro, comme ça on t'entend bien. Et donc c'est une perte progressive de la transparence de l'œil en fait, donc de la transparence de cette lentille. Donc ça va se traduire par le patient, il y a différents symptômes, mais les tout premiers pour comprendre ce que c'est qu'une cataracte, c'est un éblouissement particulier aux lumières. Donc ça, les patients nous le rapportent souvent, c'est on conduit la voiture le soir, les phares de voiture sont très éblouissants, ça c'est la cataracte qui débute. Okay. En général, elle débute aux alentours de 55-60 ans, un petit peu plus précoce en Polynésie, on a des facteurs ethniques qui sont importants, qui ont été documentés aujourd'hui, on a des facteurs d'ensoleillement qui sont très importants. Donc juste le soleil, ça peut déjà jouer. Absolument, le soleil est un producteur de radicaux libres, donc c'est un processus oxydatif, donc production de radicaux libres augmentée au soleil, donc on aura plus de cataractes sous les latitudes ensoleillées. L'alimentation, facteur de risque extrêmement important. Il y a des grandes études qui ont clairement démontré. Alors, on parlait de la prévention, c'est très intéressant. Les apports en oméga 3, les acides gras polyinsaturés, on connaît bien en Polynésie, c'est le thon, c'est les poissons gras, donc le saumon des dieux, le thon c'est très bien, c'est les légumes. Voilà, c'est une alimentation saine qui permet de ralentir ce processus oxydatif. Et puis le tabac, qui est le facteur de risque numéro 1, encore une fois, donc on le retrouve toujours. Ce sera pareil pour la DMLA. Ça fait partie des causes évitables, des facteurs de risque évitables. Et donc, par rapport à toutes ces maladies, toutes ces choses qui peuvent se passer, est-ce que, Anne-Charlotte, un simple petit rendez-vous chez l'opticien, c'est suffisant pour détecter ces troubles-là, ou est-ce qu'il vaut mieux aller voir un ophtalmologue? Comment ça se passe? Alors, tout ce qui va être cataracte, DMLA, c'est déjà bien avancé. On référera directement au TOTé. Après, nous, lorsque quelqu'un vient, on va poser quelques questions donc chez un opticien et on va avoir 2 tests pour dépister un éventuel problème visuel, défaut visuel, comme par exemple à une certaine distance, lire les lignes de lettres. Ça, par exemple, déjà, ça va nous donner une info sur la vision de loin, si la personne arrive vraiment à lire 10 sur 10, ou lit vraiment moins. Et on a un second test pour lire en vision de près, ce qui ça va nous dire par rapport à la presbytie si justement la personne à cette distance, à peu près 30 cm,
est capable de lire quelque chose de petit, Mhm. si elle n'y arrive pas, qu'elle commence à devoir éloigner, là, pareil, ça voudra dire qu'il y a la presbytie qui commence. Donc, après, ça, c'est les petits tests, c'est au moins pour détecter s'il y aurait un défaut visuel. Et ensuite, là, on réfère à un ophtalmo. Mais déjà, un petit geste comme ça, quand on a un doute, C'est déjà un premier pas, c'est déjà quelque chose de positif. c'est un premier pas, oui. Donc là, on a parlé alors de presbytie, on a parlé de cataracte. Ah oui, et on n'a pas encore parlé du DMLA. Qu'est-ce que c'est le DMLA, s'il te plaît, Toté? Alors c'est l'acronyme de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc c'est une pathologie très très fréquente, essentiellement dans la population caucasienne. Donc caucasiens, ce sont les blancs d'Europe occidentale. Ok. Beaucoup moins fréquente dans la population polynésienne. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Il y a des facteurs ethniques, génétiques très importants dans cette pathologie-là. C'est un véritable problème de santé publique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça représente le premier poste de dépense de la sécurité sociale. Mhm. C'est le traitement de la DMLA. Donc c'est quelque chose d'absolument énorme. On considère qu'à partir de 70 ans, pratiquement un tiers de la population est affectée. Donc je suppose que comme toutes les maladies qu'on a vues tout à l'heure, c'est lié à l'âge, hein, c'est dans le nom. Ça veut dire que c'est une partie, encore une fois, de l'œil qui se fatigue au fur et à mesure des années? Voilà, donc là, on parle de la rétine cette fois-ci, donc c'est finalement la partie la plus importante de l'œil. La rétine, c'est la petite peau transparente qui donne un peu comme la pellicule de l'appareil photo finalement, qui donne la qualité visuelle, et c'est le centre visuel, qu'on appelle donc la macula, c'est une zone anatomique, qui va s'altérer, qui va vieillir de façon prématurée, et cette zone-là, c'est la zone essentielle de la vision. Quand on se regarde un instant, c'est la macula qui fait ça. Tout le reste, c'est le champ visuel, on voit bien ce qui se passe autour de nous, mais c'est une zone de la rétine non affectée par la DMLA, mais la DMLA affecte vraiment la vision centrale. D'accord, donc toutes ces maladies-là arrivent plutôt avec l'âge. Tout à l'heure, tu nous parlais de sommeil. De soleil. Oui. Est-ce que, ne serait-ce que juste acheter des lunettes de soleil, surtout ici en Polynésie, c'est un premier geste qui peut éviter des difficultés liées à la vue? Alors absolument, mais c'est toujours pareil, il faut être préventif, pas curatif. La lunette de soleil, chez le petit enfant, ça commence là. Donc c'est très très important d'éduquer les parents. Les enfants, tout petits, même bébés, doivent porter des lunettes de soleil. On parle aussi de lunettes de lecture, par exemple, Anne-Charlotte. On peut le voir disponible dans des pharmacies, par exemple. C'est pas forcément une bonne idée si on n'est pas allé consulter, je suppose. Ça va à plein de personnes et c'est quelque chose pour je considère du dépannage, où par exemple, voilà, ça reste une aide en vision de près. C'est comme si on achetait une loupe. On a tous déjà vu ça chez nos grands-parents. Donc, que ce soit en lunettes ou en loupe, ça aide. Mais par contre, ça ne convient pas à toutes les personnes. C'est quand même rare qu'on ait le même défaut visuel à droite comme à gauche. Et ces lunettes loupe sont toujours de la même correction. Il y a d'autres maladies aussi comme l'astigmatisme qui ne sera jamais corrigé. Il y a quand même des fois des corrections qui sont très avancées qu'on ne pourra jamais trouver en pharmacie. Donc pour moi c'est du dépannage, mais c'est quand même très important de consulter un ophtalmologue pour connaître réellement le fond du défaut visuel. Oui, c'est pas une solution sur du long terme. Mais parfois, on est parfois dans le déni. On n'a pas envie d'aller voir parce qu'on n'a pas envie de mettre des mots sur ces maladies ou sur ces difficultés. Ça vous est déjà arrivé de rencontrer des gens comme ça qui viennent vous voir d'abord pour ne pas aller voir l'ophtalmo? Bien sûr, et ça à tout âge. Il y a même des jeunes comme des personnes à 40 ans, 45 ans. C'est l'âge où on ne veut pas vieillir. Mais en fait, c'est normal. Toute la population va arriver à un moment donné à devoir porter des lunettes. Bon, il y a toujours l'exception, mais pour la plupart des gens, c'est totalement normal. Mais il y a ce côté un petit peu honte, je veux pas qu'on me voit avec des lunettes, les lunettes, ça me va pas, etc. Les lunettes, ça vieillit, ce genre de choses. Vieillit. Mais c'est quand même important de soigner sa vue et parfois pas forcément en vision de près où on parle des lunettes loupe, mais parfois nous on rencontre quand même pas mal de personnes qui arrivent et qui ne voient pas de loin mais qui conduisent. Et là c'est un autre souci parce qu'ils veulent pas porter de lunettes ou ils savent pas non plus quand on n'a jamais porté de lunettes, on n'a jamais essayé une correction, on peut pas se dire qu'on y voit mal.
on pense que tout le monde voit comme nous, mais finalement, on peut avoir une aide et des bienfaits avec des lunettes. Donc au moindre doute, on n'hésite pas à les consulter. Et une fois qu'on vous consulter, Toté, c'est quoi les solutions? C'est les lunettes, comme on le dit depuis le début. Il y a aussi les lentilles. Il y a d'autres choses, je sais pas, de la chirurgie par exemple? Alors, toujours pareil, ça dépend de la cause, en réalité, de la pathologie, mais comme tu l'as dit très justement à l'introduction, 80% des pathologies sont évitables, en fait, des malvoyants sont évitables. Donc, pour les cataractes, par exemple, bien entendu, la sanction, elle est chirurgicale. Ça s'opère très bien aujourd'hui, c'est l'opération la plus communément réalisée en métropole. Dans le monde d'ailleurs, ça fonctionne très bien, un très bon taux de réussite, pas de problème. La presbytie, ce sont des lunettes. Il y a tout ce qui est optique, toutes les erreurs réfractives, les défauts visuels par des lunettes. La DMLA, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué. On est relativement démunis, donc on a des traitements de compléments alimentaires qui vont aider un peu les patients à ralentir l'évolution de la pathologie. Et depuis quelques années, on a des traitements quand même assez remarquables qui fonctionnent très bien. Pas dans toutes les formes de DMLA, mais dans certaines formes qui sont très agressives et qui consistent à réaliser une injection d'un petit médicament à l'intérieur de l'œil. Alors quand tu dis ça, évidemment, tu as bien compris qu'on allait faire une piqûre dans l'œil, ce qui est toujours un petit peu traumatisant pour le patient. Donc tu peux comprendre le déni. Évidemment, on n'a pas envie d'avoir une piqûre dans l'œil, personne, ni toi ni moi, mais c'est nécessaire et ça permet vraiment de préserver la vision de façon très prolongée. Donc certains patients ne consultent pas de peur d'avoir la piqûre. Bon, c'est dommage, c'est se tirer une balle dans le pied, au final on perd de la vision. Et là pour le coup, c'est malheureusement irrécupérable. Donc oui, il faut consulter, faire un petit point. L'OMS est d'ailleurs très clair, à partir de 40 ans, tous les 2 ans un contrôle. S'il y a des facteurs génétiques, ça tout le monde le sait. Si papa, maman ont un glaucome, papa, maman ont une DMLA, il faut consulter tous les ans, il faut surveiller de façon plus rapprochée. Et à partir de 60 ans, c'est tous les ans. Et si certains troubles visuels sont inévitables avec l'âge, il existe de nombreuses solutions pour ralentir leur progression et améliorer leur qualité de vue finalement. Justement, nous sommes allés voir Vanessa, une orthoptiste, qui nous parle des habitudes liées à la vue et de ces fameux exercices pour améliorer la vue. C'est nos questions express tout de suite. Yorana, je m'appelle Vanessa Davin, je suis orthoptiste. Ma profession est du paramédical, donc j'exerce sur ordonnance. Au sein de la clinique, je fais la préconsultation des ophtalmologistes. J'accueille le patient et on fait les examens tels que la prise de l'acuité visuelle, la prise de la tension et des examens complémentaires pour explorer la vision. Au sein de mon cabinet, nous réalisons des bilans. Tous ces bilans vont poser un diagnostic et nous allons prendre en charge le patient afin de pallier à ses symptômes. Les symptômes peuvent être différents et variés. Ça peut être des maux de tête, une vision double, une vision floue. Grâce à la rééducation, nous allons pouvoir diminuer ou même faire disparaître tous ces symptômes. Une des premières mauvaises habitudes, c'est d'attendre trop longtemps avant de consulter l'ophtalmologue. Des patients peuvent avoir des flashs de lumière, peuvent avoir un voile ou une baisse intense de la vision, avoir un corps étranger dans l'œil et attendre avant de venir consulter. Il faut venir rapidement, ce sont des urgences. Une autre mauvaise habitude, c'est de ne pas porter ses lunettes de soleil. C'est très important de se protéger du soleil. Sinon, on peut avoir une cataracte précoce, une DMLA ou d'autres problèmes comme le coup d'arc. Au niveau des écrans, alors je le répète, mais pas avant 3 ans. Après 3 ans, ce sont des courtes durées d'une demi-heure. Et c'est seulement à partir de 9 ans qu'on peut passer à peu près vers les 1 heure d'écran par jour, pas plus. Alors, beaucoup de patients essaient de ne pas porter leur correction optique et d'essayer de faire des exercices à la maison, comme le yoga des yeux ou d'autres méthodes. On peut gagner en souplesse au niveau du cristallin, on peut essayer de stimuler un peu plus nos yeux en les faisant forcer, mais aucune méthode est vraiment efficace. Le port de la correction est vraiment essentiel. Quelques exercices orthoptiques que l'on fait en cabinet redonnent une image plus nette, une vision du relief meilleure, une synchronicité entre les muscles oculomoteurs, mais les lunettes sont indispensables pour moi. N'oubliez pas que votre vue est précieuse et qu'il est essentiel de pouvoir prendre soin de sa vue dès les premiers signes. Justement, vous allez pouvoir avoir des sites et des livres pour vous aider.
Tout d'abord, nous avons le site www.santé-tahiti.com. Ce site regroupe beaucoup d'articles sur tous les sujets de santé, mais n'hésitez pas à aller faire vos recherches sur la santé de vos yeux. Vous allez en apprendre beaucoup, certainement sur le DMLA, que ce soit sur la cataracte, la presbytie, chez les bébés, chez l'ado ou chez l'adulte. N'hésitez pas. Et pour finir, si vous n'êtes pas forcément un spécialiste des yeux et que vous êtes, c'est le cas de le dire, un peu nul concernant ce sujet, eh ben ce livre-là, La vue pour les nuls, écrit par plusieurs ophtalmologues. Ce livre est accessible, sérieux, détaillé sur tous les aspects de l'ophtalmologie, les maladies de l'œil, leur traitement, comment fonctionne l'œil, quels bons réflexes à avoir. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin. Merci beaucoup, Toté, d'être venu sur notre plateau et de nous avoir parlé de l'œil dans son fonctionnement et toutes ces maladies. Maruru. Avec plaisir, merci Ali. Et merci beaucoup Anne-Charlotte d'avoir répondu toi aussi à nos questions aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci aussi à vous de nous avoir regardés, de nous rester fidèles. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous et de votre vue. Maururu itotato farerir a trahoma parhana.